Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Gotcha, votre podcast d'information automobile. Cette semaine, on a un épisode un peu spécial au cours duquel on va vous réserver quelques surprises que vous n'attendez pas. La première, ben, ce sont les essais. Moi, j'ai fait l'essai du GV80 coupé et en même temps, je suis allé voir en première canadienne le GV60 Magma. Et moi, je suis la maman, Linda, et je vais vous parler de pourquoi j'aime Genesis. Alors moi, c'est Marc Bouchard et vous écoutez Gars ben, et filles de char cette semaine. Alors, ben oui, c'était la première surprise, vous l'avez compris, c'est maman, c'est Linda qui est avec moi, ma conjointe, mon épouse des 25 dernières années. 25 ans. 30 ans, 30 ans de vie commune, Oui, 25 ans de mariage. 25 ans de mariage. Voilà. Mon épouse des 25 dernières années. Je m'excuse, vous voyez, on s'obstine, on n'a pas commencé. Euh, alors, c'est donc Linda qui est avec moi parce que Linda m'a fait une déclaration qui m'a vraiment surpris. Elle, qui a été une fan finie de BMW depuis des années, Toujours. oui, depuis toujours, m'a dit cette semaine: Hey, je pense que je commence à aimer autant Genesis que BMW. Alors, évidemment, j'ai fait ni un ni deux. William ne pouvant pas être en studio avec nous, j'ai donc trouvé le remplaçant ou la remplaçante idéale pour parler de Genesis parce qu'on avait justement deux véhicules à parler. Par contre, je vous dis que William va quand même être avec nous, du moins en pensée et en parole, parce qu'il s'est rendu en Colombie-Britannique faire l'essai du Mitsubishi Outlander PHEV et il nous a envoyé un petit clip d'une dizaine de minutes où il parle de son essai et de ce qu'il en pense. Mais avant d'aller plus loin, écoutez, je pense qu'il faut parler de la marque Genesis. Genesis, c'est une marque qui est là depuis quelques années déjà, qui connaît un succès retentissant avec plusieurs véhicules. Il y a eu des berlines intéressantes. Il y a eu des véhicules électriques aussi qui sont quand même intéressants, des grands VUS. Linda, pourquoi tu as une Genesis? Le look, le confort, le luxe, la conduite, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. C'est ça, j'aime ça. Mais, ben, écoute, on va se le dire, le look, je comprends. Oui. Les Genesis ont une grille qui est assez unique. Ils ont des phares qui sont uniques. La silhouette générale est assez particulière. Je peux comprendre le look, mais c'est pas si exceptionnel. Je veux dire, il y a quand même des marques qui sont plus marquées que ça au niveau d'un style particulier. Euh, Même chose au niveau du luxe. On s'entend pour dire que BMW, Mercedes ou Audi offrent quand même des luxes intéressants. Même chose côté d'Acura ou de Lexus. Et pas à 60 000 à porter. Voilà. Alors, le C'est prix est pas pour... ben, c'est ça. Tu me vas laisser finir. Il y a le prix. Le prix est important parce que de base, à part je pense que celle que j'aime beaucoup, là, la GV70 part à peu près à 60 000. Puis après ça, tu peux aller jusqu'à, bon, the sky is the limit ou jusqu'à ce que ton budget le peut, mais c'est quand même, je trouve, abord non, pas abordable, mais plus sensé d'avoir un luxe à ce prix-là que de payer pour Mercedes ou tu vas payer 40 000 50 000 de plus. Je pense. Ben, c'est vrai, tu as raison. Le rapport qualité-prix du côté de Genesis est probablement un peu meilleur que ce à quoi on aurait pu s'attendre. Ça, tu as bien raison. Écoute, moi, cette semaine, j'ai fait l'essai du GV80 coupé dans une déclinaison très élevée, le Prestige. Donc, la version la plus élevée qui vaut, contrairement à ce que tu viens de dire, ouais, c'est ça, on s'étouffe un peu plus, elle vaut 110 000 ou à peu près. Euh, Par contre, c'est la version la plus puissante, ce qui est surprenant parce que le GV80 a deux déclinaisons. Tu as la version ordinaire, puis tu as la version coupée avec le toit arrière qui est plus profilé, mais là, il bénéficie d'un V6 3.5 turbo et suralimenté, ce qui lui donne 409 chevaux et 405 livres-pieds de couple, bien sûr jumelé à une boîte automatique 8 rapports et au rouage intégral. En gros, c'est toute la mécanique qui, toi, t'intéresse absolument pas, mais qui fait que quand on appuie sur l'accélérateur, ben, on sent qu'elle déménage pas mal et disons qu'on rentre pas pire sur l'autoroute. Si on Ouais, décide. ouais, ouais, ça, je le sais. C'est
Ça y est. Bon, précisons aux auditeurs que Linda a les pieds droits légèrement plus pesants que le gauche et que ça arrive, mettons, qu'elle aime bien les accélérations un peu vite. Elle conduit pas vite, mais les accélérations sont parfois un peu plus insistantes. Non, mais il faut que ça embarque, là. Tu une voie d'accélération, on accélère, on embarque sur l'autoroute. Pas le temps de ralentir, là. Ceci étant dit, évidemment, on est dans un véhicule dont la qualité de finition est absolument impeccable. Les détails de finition sont vraiment remarquables. Euh, je ne sais pas ce que tu en as pensé. C'est sûr que quand on est dans un Genesis, on est dans un Genesis. Ils se ressemblent pas mal tous. Je sais que tu aimes beaucoup le GV70, mais on va dire du GV80, que c'est un gros GV70. En quelque part, l'intérieur est assez similaire. Ben, comme d'après moi, à peu près toutes les marques, là. Ils finissent tous à un moment donné par se ressembler. Moi, ce que j'aime ça, je peux pas te dire, peut-être parce qu'il est facile, il est friendly user dans à peu près tout. C'est facile, tu rentres dedans, tu sais où mettre, aller brancher le téléphone, aller, tu sais, on doit le faire à chaque semaine, rebrancher sur voyons, le Bluetooth, le téléphone. Il y a des fois où je peux rester 10 minutes à essayer de trouver comment tombera le Bluetooth. Dans la Genesis, c'est facile, les commandes sont faciles, au volant, il y a pas 80 boutons, il y a juste ce que tu as besoin et c'est ce que j'aime parce que je peux pas me permettre de quitter les yeux de la route trop longtemps pour essayer de voir sur l'écran, c'est où qu'il faut que j'aille chercher telle ou telle affaire. Ça, j'aime ça. Tout que ça soit facile à utiliser, puis qu'il y ait encore des boutons parce que quand c'est tout à l'écran, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Quand tout est à l'écran, j'ai l'impression de je pogne une bosse, je change de poste, monte le volume, pars les wipers, ça va pas bien. En même temps, il ne faut pas négliger qu'il y a quand même un double écran, qu'il y a beaucoup d'informations disponibles, qu'on peut quand même naviguer. Mais la beauté, c'est aussi que ben, c'est accessible et compatible avec Android Auto et Apple CarPlay. Ouais. D'ailleurs, ça, c'est la chicane entre nous autres. Elle est Apple, moi, je suis Android. Car quand on se branche, on fait la course pour savoir qui va être le premier téléphone. Ça, c'est une des chicanes. Oui, c'est ça. Mais on fait la course Là, pour savoir qui est le premier téléphone qui va se brancher. c'est habituellement le tien, toujours, parce que je suis rarement la première embarquée dedans, mais c'est correct que j'ai appris à vivre avec ça. Alors, évidemment, tout ça, ça fait que, oui, c'est bien sûr, on est capable facilement d'utiliser les différentes commandes vocales aussi. Bref, ça va très bien au niveau de l'info, divertissement et du multimédia. Moi, tu me parles de confort parce que, bon, évidemment, moi, je me suis développé horizontalement un peu plus. Alors, les sièges sont plus larges, me donnent un bon support et je trouve ça intéressant. Moi, je suis développé sur la longueur. C'est ça. Toi, tu es plus grande que moi. Oui. Est-ce que tu es correct? Est-ce que tu vis bien dans le GV80? Est-ce que le dégagement est suffisant? Ben, j'ai pas, trouvé j'ai modifié un peu ta position de conduite parce que je sais pas comment tu fais pour conduire si loin d'une pédale, mais en tout cas, j'ai replacé un peu ma propre position de conduite. Je suis bien moi, je suis bien assise. J'ai, une bonne visibilité, visibilité avec les angles morts aussi. Puis le support lombaire est assez impressionnant, parce que ça aussi pour moi, c'est très, très important. Et ma bouteille d'eau rentre dans les porte-gobelets, juste la bonne grosseur, c'est parfait. Écoutez, ça a l'air d'un détail, là, mais je dois vous préciser qu'avec Linda, c'est pas un détail. C'est une exigence absolue. Ça et être capable de mettre sa sacoche, qui a plus le format de mon sac d'ordinateur, mais quand même, c'est. Il faut Ça donc. pèse plus même que ton sac d'ordinateur avec ton ordinateur dedans. Oui, mais ça, c'est de ta faute. C'est à toi de transporter moins d'affaires. Bref, donc, il y a vraiment tout cet élément-là, l'espace, le dégagement qui est bien fait. Aux places arrière, bien évidemment, tu t'es pas assise là très souvent. Non, mais ma valise rentre bien en arrière. Fait que j'ai conclu que l'espace était bonne parce que la valise, elle rentre super bien entre le siège, à terre. Ouais. Là, évidemment, je dois vous parler peut-être d'éléments qui sont moins palpitants, mais qui sont tout aussi importants. Ce sont les éléments de sécurité. C'est un véhicule qui est très sécuritaire. Bien sûr, on a la version la plus haut de gamme. Donc, on a la version qui va chercher tous les éléments technologiques embarqués, les aides à la conduite, tout ce que tu voudras. Il n'y a pas de conduite semi-autonome au sens où on va l'entendre du côté de Cadillac avec le Super Cruise. Mais moi, j'aime pas ça.
Ou le Bluetooth. Non, toi, tu fais pas confiance à ça. Ben, tu fais pas confiance à moi non plus quand je conduis, mais ça, c'est un autre débat. Je te fais confiance, je peux juste pas c'est parce que des fois, c'est ça. Mais j'ai de la misère avec la conduite autonome, j'ai de la misère avec cette ce principe-là de lâcher le volant et laisser tout à une auto de faire le travail. Donc je pense qu'il faut qu'on reste vigilant et c'est ça. Je fait que ça, pour moi, c'est pas important qu'il l'ait pas ou puis les trucs de sécurité, c'est bien aussi. Par contre, tu vois, quand que j'ai pris la voiture, il y avait neigé un petit peu. Elle voulait pas reculer parce que le bac, elle le voyait dans son angle, elle le voyait plus parce que son oreille était bouchée. Son oreille. Son capteur. Les oreilles bouchées. Comprends-tu? Alors, vous aurez compris que les capteurs, effectivement, étaient enneigés. Donc, c'est vrai que ça, elle intervient rapidement quand on est coincé. Là, c'est Linda qui est coincée dans son fourret. Euh, Mais donc, elle intervient rapidement quand on est coincé et quand on est serré dans des éléments, surtout quand on recule. Quand même, un petit détail intéressant dont on n'a pas parlé, c'est bon, le fait que tu puisses avancer ou reculer la voiture avec la télécommande. On l'a pas essayé. Moi, je l'ai Ben essayé oui, et c'est avec tous les gadgets. mais c'est l'objectif Ben oui. et c'est vraiment très bien. Bien sûr, siège chauffant, volant chauffant, Ça, tout ce que vous voulez. Ça aussi, c'est très important pour Linda. Petit détail, des roues de 22 pouces sur la version Prestige, si vous avez des pneus d'hiver à vous acheter, ça se peut que vous la sentiez passer un petit peu. Euh, Quand même un véhicule qui est assez pesant, qui a une certaine polyvalence, 6000 livres de capacité de remorquage. Ça a l'air nono, mais pour un véhicule de luxe de cette nature-là, c'est sûr qu'on voit rarement remorquer une roulotte. Mais si jamais vous en avez besoin, sachez que vous pouvez le faire et ça fonctionne au super, comme vous l'aurez compris, parce que c'est un turbo suralimenté. Et dites-vous que la consommation, ben, c'est pas sa plus grande qualité, puisqu'on nous annonce une consommation moyenne de 12,4 litres. J'ai fait jusqu'à maintenant 13,1. C'est quand même très élevé, là, évidemment, mais quand on passe à ce niveau de luxe-là, c'est peut-être pas le défaut que l'on regarde en premier. Alors, Linda, finalement, si je te demandais de donner une note au GV80 coupé sur 10, ce serait quoi? Un 8,5. Quand même, mon Dieu, je m'attendais à plus que ça de ta part. Mais non, je suis raisonnable parce que j'aime mieux le GV70. OK. Voilà. Alors, on aura l'occasion de reparler du GV70. Moi, en attendant, je vais vous parler d'un autre véhicule Genesis que Linda n'a pas essayé, malheureusement. C'est pas certain qu'elle va avoir l'occasion de l'essayer non plus, parce que ça risque d'être un véhicule assez rare, et c'est le GV60 Magma. GV60, c'est le petit VUS électrique que tu as déjà essayé, Linda, en passant Va oui. dans sa déclinaison 100% électrique, sauf que Genesis a décidé de lancer maintenant une déclinaison performance, une division performance, un peu comme BMW avec les M, comme Mercedes avec AMG. Et le premier véhicule de production qui va arriver, c'est le GV60 Magma, qu'on a vu en première canadienne à Montréal il y a quelques jours à peine et qui a fait son entrée officielle en Amérique du Nord au Salon de l'Auto de New York, là, qui va faire le 1er avril prochain. Véhicule, d'abord, écoutez, quand vous le voyez, vous ne le manquez pas, il est orange. Mais orange, on n'a pas hésité, là. On est dans un orange citrouille Il y a profond. juste orange? Non, il y aura d'autres couleurs, mais pour le moment, la couleur Magma, c'est orange. D'accord. Le véhicule a aussi changé un petit peu physiquement, c'est-à-dire qu'il est un petit peu plus long, un petit peu plus large et 20 mm plus bas. On veut le rendre plus aérodynamique. On a aussi mis un énorme becquet, là, un aileron sur le haillon arrière. Vous ne vous tromperez pas quand vous allez le voir. Clairement, vous allez vous apercevoir rapidement que c'est là. Donc ça, évidemment, extérieurement, il y a ces détails-là. Il y a d'autres détails comme 3 trous d'aération dans le pare-choc avant, des trous d'aération aussi de chaque côté pour permettre aux freins de se refroidir parce qu'on a des freins de plus grande dimension qui sont faits pour la performance. Donc ça change. Des jupes aérodynamiques de chaque côté. Donc, on a vraiment un véhicule qui a une allure très sportive, très dynamique, très performance. C'est l'objectif que l'on s'est donné. Ajoutez à ça qu'à l'intérieur, on a aussi fait des modifications. Les sièges, par exemple, sont des sièges sport en Suède qui donnent vraiment un bon support. Écoutez, je n'ai pas conduit la voiture. Je l'ai vue, mais je ne l'ai pas conduite.
et juste m'asseoir dedans, c'était ultra confortable. Bien sûr, j'imagine que sur la route, ça va paraître aussi. Il y a bien entendu les 2 écrans dont on a parlé précédemment dans le GV80. On les retrouve aussi dans la GV60 Sport, GV60 Magma, excusez, pas la Sport. Sauf qu'on a un affichage qui a été personnalisé pour la division Magma. Donc, on a vraiment des tableaux d'affichage qui donnent des notions de performance et d'autres éléments différents. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est assez unique à la version Magma. On a d'autres petits détails. Il y a un bouton orange sur le volant, par exemple, qui nous permet de changer les modes de conduite. Tu as les modes cadre traditionnel, confort, éco et tout ce que tu voudras. Mais quand tu tournes la molette, tu as aussi le mode drift. Donc, c'est vraiment conçu pour faire du dérapage avec un transfert de couple de 65 derrière, 35 à l'avant. Et tu as les modes GT, là, les modes qui sont vraiment faits pour la piste, où là, on maximise absolument tout. Parce qu'on utilise la même mécanique que sur la Ioniq 5N. Donc, mais avec 9 chevaux de plus. Je ne sais pas pourquoi 9 chevaux de plus, là, mais il y a 9 chevaux de plus. Donc, c'est 609 chevaux qui sont disponibles. Et sur le volant, vous avez un petit bouton qui s'appelle Boost. Et quand vous pesez dessus, pendant 15 secondes, ça vous mène jusqu'à 650 chevaux. Bon, les mauvais angles vous diront qu'on n'a absolument pas besoin de ça sur nos routes. Ah, tu peux le dire, Linda, il n'y a pas de problème. Ben, j'ai une mauvaise lampe, là. Mais effectivement, mais écoutez, ça existe, c'est donc le fait pour la performance. Et le véhicule lui-même a été conçu pour la performance. On a modifié le châssis, on a modifié les suspensions, on a un différentiel à glissement limité électronique à l'arrière, on a un contrôle vectoriel du couple qui permet justement d'avoir une meilleure adhérence. En gros, on a une vraie voiture de course que l'on peut aussi utiliser sur la route. On a même simulé des rapports des changements de vitesse, parce que c'est une voiture électrique, évidemment. Donc, on a simulé des changements de vitesse et ça nous permet de se ressentir à l'intérieur comme si on était au volant d'une voiture manuelle. Ça fonctionne bien avec la Ioniq 5N. J'imagine que ça va très bien là-dessus aussi. Ce qu'on m'a dit comme différence, en fait, c'est Eric Marshall, le grand patron, un des grands patrons de Genesis au Canada, qui m'expliquait que ce qu'on a voulu faire avec la GV60 Magma, c'est un véhicule qui va gâter ceux qui ont envie de performance, mais qui veulent s'en servir aussi tous les jours et être capable de l'utiliser comme voiture quotidienne. Ça se peut, je ne mets pas ça en doute. Évidemment, il faudra l'essayer et la tester nous-mêmes quand on en aura l'occasion. Mais pour le moment, ce n'est pas encore le cas. Ça va arriver, supposé, d'ici la fin de l'été, peut-être plus à l'automne. On ignore à la fois le prix et l'autonomie. Vous comprendrez qu'avec une puissance comme celle-là, l'autonomie risque d'être réduite. Dans le cas de la Ioniq 5N, on parle de 350 km. Ça devrait être à peu près l'équivalent. Sauf que ça devrait être à peu près 100 000 en termes de prix parce que la GV60 est déjà à 80 quelques mille dollars. Donc, évidemment, avec ce niveau de performance, ça devrait être là. Mais tout ça pour dire que ce n'est que le premier véhicule Magma. Non, c'est pas vrai, c'est le deuxième. Le premier, c'est une vraie voiture de course. Ça s'appelle la GMR 001 qui va participer aux 24 heures du Mans cette année. Là, c'est une vraie voiture de course. Mais ouais, en termes de production, c'est la première. Il y en aura d'autres. Et Magma, ce sera le nom à retenir si vous êtes un amateur de performance du côté de Genesis. Mais ça, Linda, c'est un peu moins ton bague. Non, ça m'intéresse pas. Bon, la performance en voiture, il y a trop de trous, tu peux pas aller vite. C'est le fun d'aller vite, là, mais il y a tout le temps de la police qui a non, non, non. Alors, vous aurez compris, donc, on est assez conservateur là-dessus. Voilà, c'est ce qui m'est fait pour le moment. On va maintenant céder le micro à William, qui va nous parler de son essai qu'il a réalisé en Colombie-Britannique lors du lancement du tout nouveau Mitsubishi Outlander PHEV 2026. Je suis quand même content d'avoir mon petit segment dans l'émission pour vous parler du Mitsubishi Outlander PHEV, c'est-à-dire donc le modèle hybride rechargeable, que j'ai eu la chance de l'essayer il n'y a pas très longtemps en Colombie-Britannique, donc à Vancouver là, et dans les environs. Donc j'ai été invité par Mitsubishi pour aller l'essayer et c'est pas pour rien qu'on a fait ce dévoilement-là en grande pompe. Hein? C'est pas nécessairement parce que le modèle a été particulièrement mis à jour,
D'ailleurs, loin de là, c'est vraiment pas une révolution, mais c'est bien parce que Mitsubishi mise beaucoup sur ce modèle-là. La raison pour laquelle ils visent autant sur ce modèle-là est simple, c'est que en gros, là, c'est le 2/3 de leur vente. On nous a dit que sur 37 335 unités en 2024, il y en avait 12 688 qui étaient des Outlander à essence, 8 899, donc 8 900 en gros, là, qui étaient des Outlander PHEV. C'est absolument fou. Juste le modèle PHEV en tant que tel, c'est presque en soi là, le corps des ventes de chez Mitsubishi. C'est assez surprenant et ça en fait le modèle hybride rechargeable le plus vendu au Canada, ce qui est quand même assez incroyable venant d'un constructeur qui est pas nécessairement là, gigantesque, hein, qui a aussi relativement peu de modèles. Donc c'est vraiment pour ça qu'on a autant mis l'accent là-dessus et c'est probablement pour ça aussi qu'on s'est dit on va pas changer une recette gagnante et qu'on a décidé de faire une nouvelle version qui a certaines améliorations mais somme toute qui est peut-être plus là une mise à jour que vraiment une nouvelle génération en tant que telle. Il y a quand même certaines améliorations, il faut dire, entre autres au niveau de la batterie, hein, vous le comprendrez, ça c'est assez important pour un hybride rechargeable. La batterie quand même offre 20%, 18% plus d'autonomie, maintenant une autonomie de 72 km. Ça peut sembler relativement peu, hein, mais en fait, on nous rappelle qu'au Canada, le transport moyen, c'est 15,5 km, à peu près 26,7 minutes par jour. Rendu là, si on se recharge à la maison, d'ailleurs, la recharge aussi a été améliorée par le fait même, c'est quand même assez difficile à battre, là. On aura rarement besoin d'aller mettre de l'essence dans un véhicule comme ça qu'on utilise là, pour 16 km par jour environ. Donc, écoute, là, c'est pas nécessairement l'ensemble des gens à qui ça s'applique, mais si c'est ça la moyenne, c'est quand même pas si mal. On a gardé là, tout ce qui fait, bien sûr, ça, un véritable Mitsubishi. On a le système Super All-Wheel Control, dont j'avais parlé il y a quelques temps. Faut aller quand même chercher assez loin dans les épisodes sur le podcast, quand j'avais été l'essayer sur la glace il y a 2 ans. Mais évidemment, même chose ici. C'était pas sur la glace quand même, autour de Vancouver. C'était plus dans les routes forestières, mais il a plu pas mal, évidemment, c'est Vancouver. Je pense qu'il n'y a pas une fois que je suis allé là-bas où il faisait beau, mais les routes étaient très mouillées, les routes étaient assez glissantes, assez sinueuses aussi. Donc, quand même, on a eu la chance de l'essayer, ce Super All-Wheel Control, qui reste intéressant, qui donne toujours là, un sentiment de confiance que j'aime particulièrement. Les améliorations à la batterie changent quand même un petit peu le sentiment de conduite, surtout pendant l'accélération. En gros, le moteur à essence a moins besoin d'embarquer là, parce que, c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Ils combinent leur puissance quand le véhicule en a besoin, donc surtout à grande vitesse ou en accélération assez forte. Mais avec la batterie améliorée, c'est un peu moins violent. On sent surtout l'accélération comme un véhicule électrique. Donc, comme j'en parle souvent avec le couple instantané d'un véhicule électrique, on a vraiment ça ici. L'autonomie totale, cependant, change pas vraiment. Donc, ça, je veux dire en comptant là, l'essence, parce qu'on perd 3 litres donc, dans le réservoir à cause de la batterie plus grosse. Comme je le disais, on est vraiment plus dans le raffinement d'un produit, hein? Donc ça se voit avec la batterie qui change un peu, mais pas beaucoup. Et je dirais que les changements aussi au design, ça s'applique pas mal là aussi. À l'extérieur, j'ai quand même de la difficulté à voir les changements. La grille en avant est selon moi un peu moins intéressante même que les autres années, légèrement plus aérodynamique, légèrement différente au niveau des jantes, mais en gros là, la silhouette est pas mal pareil. C'est surtout à l'intérieur qu'on va voir des changements et quand même des changements subtils mais intéressants. Comme je le disais, c'est vraiment le raffinement. Je pense que c'est ça le but cette année, entre autres avec des matériaux qui vont être de meilleure qualité. La finition, on va avoir porté clairement une meilleure attention à l'insonorisation, donc une bien meilleure finition. Il y a entre autres l'insonorisation dans les panneaux des portes qui a été améliorée, ce qui fait qu'on entend
à peine, là, même à assez grande vitesse, on entend à peine le son du moteur, qui peut être quand même strident, qui peut être quand même dérangeant, donc on l'entend vraiment pas beaucoup. Même chose avec les bruits de roulement, on en entend très peu. Parlant de couvrir le bruit, justement, il y a un système, maintenant, un système audio Yamaha, et les gens de Mitsubishi s'en sont bien vantés, et je comprends pourquoi, parce que c'est un modèle qui est exclusif, donc le système audio est exclusif à Mitsubishi, et aussi est disponible sur toutes les versions, ce qui est assez rare pour un véhicule comme ça. Mais en gros, ça reste quand même des changements assez subtils, comme je le disais, des matériaux là, sur les sièges qui sont pas mal plus intéressants, un écran légèrement plus grand, 12.3 pouces sur toutes les versions, mais qu'est-ce que ça dit vraiment sur le véhicule? Ben, c'est pas mal la même chose que toutes les autres fois que j'ai essayé un Mitsubishi Outlander, c'est-à-dire que la conduite est assez agréable pour un VUS de cette taille-là. C'est pas trop lourd, hein, même avec la batterie qui peut des fois, même très souvent, rendre le comportement un peu plus lourd. J'ai pas trouvé que c'était si lourd. Ça a, comme je le disais avec le Super All-Wheel Control, un sentiment de confiance que je trouve vraiment intéressant. C'est pas le véhicule le plus dynamique du monde, là, on s'entend, mais je pense pas que c'est le but. Je pense que c'est pas mal plus un véhicule utilitaire dans ce cas-ci. Même si on a réussi à prendre des accélérations plus intéressantes peut-être en allant sur l'autoroute, c'est sûr là, que dans les virages et tout ça, on n'a pas l'impression d'être dans un véhicule de rallye, loin de là. Par exemple, à la fin de tout ça, 4 litres au 100, assez difficile à battre ça, hein, et on a dépassé largement l'autonomie. D'ailleurs, l'autonomie, on en a fait un petit peu moins, donc c'est 72 km comme je le disais. On en a peut-être fait une soixantaine, ce qui est quand même pas mal, hein? 10 km, c'est pas beaucoup, mais quand on a juste 72, c'est quand même beaucoup. Mais finalement, en fait, même si au début, on n'a pas eu tout à fait la même autonomie, on a réussi par la suite à tout récupérer, cette énergie-là, dans les freinages. Et ça aussi, on nous a dit que la recharge et la récupération s'étaient grandement améliorées avec la batterie. Donc ça, à ce niveau-là, il faut que je le dise, c'est probablement une des récupérations d'énergie les plus efficaces que j'ai vues. Est-ce que c'est, comme je le disais, un véhicule particulièrement le fun? Non, mais attendez que je vous parle du prix, peut-être que là, ça va encore plus vous motiver. On a même baissé les prix, hein? On avait annoncé des prix un petit peu plus tôt dans l'année, cette fois-ci, on les a baissés. Pourquoi? Pour pouvoir avoir accès aux programmes gouvernementaux en bas de 50 000 $ pour la version de base. Bon, ok, c'est 49 998 $. Il faut aussi rajouter certains frais par-dessus ça, mais somme toute, en bas de 50 000 $ pour la version de base, et même la version la plus haut de gamme se retrouve à être autour des 63 000 $. Nous, la version qu'on a essayée, la version premium, est 61 700 $. Encore une fois, il faut rajouter souvent des frais par-dessus tout ça. Par contre, 60 000 $ pour tout ça, avec, comme je le disais, un système d'infodivertissement qui est d'ailleurs très, très efficace, Apple CarPlay, Android Auto, avec maintenant les sièges ventilés sur certaines des versions, ce qui était un gros point avant pour certaines personnes. En gros, je pense qu'à 60 000 $ sur le marché, on a de la misère à trouver quelque chose dans cette catégorie-là de mieux que le Mitsubishi Outlander, surtout en termes de consommation et en termes d'électrification. Je pense que du côté PHEV, je comprends pourquoi, au bout du compte, là, c'est le meilleur vendeur au Canada. Et c'est ainsi que se termine cet épisode de Gotchard. D'abord, merci beaucoup, Linda. Ça fait un plaisir. Alors, mettons, on va dire famille de chars cette semaine, OK? Oui, c'est correct. Parce que tout le monde a participé. Alors, évidemment, on vous remercie d'avoir été avec nous. On vous invite à vous abonner sur toutes les plateformes, Spotify, Apple Podcasts. Vous pouvez laisser des commentaires, laisser 5 étoiles, ça nous aide énormément. Et si vous avez des questions et si vous avez juste envie de jaser, passez sur la page Facebook Gotchard Podcast. On répond à toutes les questions. Et bien sûr, on vous jase et on vous parle et on publie de temps en temps des nouvelles occasionnelles. Et même maintenant, on a une chaîne YouTube. On n'a pas beaucoup de vidéos, mais si vous voulez voir William, justement, qui a fait l'essai du Mitsubishi Outlander, bien, on vient justement de publier cette vidéo-là. Alors là-dessus, Linda, merci encore. Ça fait plaisir. Et à la prochaine. Au revoir. Gotchard est une production de l'agence MWA Bouchard, à l'animation Marc et William Bouchard, au montage sonore Audrey Lenomé et pour la musique thème Kevin MacLeod.